Bonjour et bienvenue sur Cactus, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la première d'une nouvelle série que l'on a appelée Les pays en relief. Conscient qu'il est parfois difficile de remettre dans son contexte un fait d'actualité à l'international, nous avons décidé de vous faire découvrir chaque mois un nouveau pays en parlant de son histoire, ses spécificités territoriales, sa politique et ses enjeux. Aujourd'hui, Cactus vous embarque pour le Brésil. Si vous pensez au Carnaval de Rio, au football ou encore à la samba, préparez-vous à découvrir des facettes bien plus complexes de ce pays, qui a hérité de sa riche histoire, une grande diversité ethnique et culturelle, mais aussi d'importantes fractures sociales, dans un pays où les inégalités sont parmi les plus fortes au monde. Durant la période précoloniale, tout le territoire était habité par des tribus généralement semi-nomades qui ne pratiquaient pas la propriété privée. L'ethnie la plus importante était appelée Tupinambás, et c'est à eux que l'on doit l'invention du hamac et de la sarbacane. Le premier navigateur européen à atteindre ces îles en janvier 1500 est un Espagnol du nom de Pinzon, mais en raison du traité de Tordesillas qui définit une ligne de partage entre Espagnols et Portugais, le nouveau territoire est attribué à ces derniers. Il faudra attendre avril 1500 avec l'arrivée du navigateur portugais Pedro Álvares Cabral pour que la région soit officiellement proclamée possession du Portugal. Le territoire n'étant pas colonisé, en tout cas pas dans les premières années, des comptoirs y sont installés afin de commercer avec les Amérindiens. La première ressource auquel les Portugais s'intéressent est un bois appelé bois de braise. Ce bois caractérisé par sa couleur rouge est envoyé en Europe pour fabriquer des colorants et des teintures. C'est d'ailleurs cette ressource qui donnera à ce territoire le nom de Brésil, Brasil signifiant braise en portugais. Mais au bout de quelques années, ce bois ne suffit plus à assurer le développement économique du pays. Le nouveau territoire est alors confié à de grands seigneurs qui accordent de vastes domaines à des colons. Ces derniers sont chargés d'y faire cultiver la canne à sucre, débute alors la période coloniale. Les Amérindiens sont réduits en esclavage et bon nombre d'entre eux préférant se suicider que d'accepter cet état de servitude. Les Portugais doivent alors trouver la main-d'œuvre ailleurs et c'est vers l'Afrique qu'ils se tournent, marquant le début de 3 siècles d'esclavage. La découverte d'or, au XVIIe siècle au Brésil, va rebattre les cartes géographiques du pays. Le port de Salvador, dans l'état de Bahia, utilisé pour exporter le sucre, est alors supplanté par le port de Rio de Janeiro, que les Portugais utilisent pour exporter l'or venant de l'état de Minas Gerais. Rio de Janeiro devient alors la nouvelle capitale du Brésil en 1763. En Europe, les troupes françaises de Napoléon s'emparent en 1808 de Lisbonne, obligeant la cour royale portugaise à fuir vers Rio de Janeiro, qui deviendra pendant quelques années la nouvelle capitale portugaise. La situation rétablie, la royauté retourne à Lisbonne, le prince Dom Pedro, lui, reste au Brésil pour diriger le pays. Mais l'instabilité politique, insufflée par une population gagnée par les idées de la Révolution française, pousse le prince Dom Pedro à rompre avec la métropole. C'est ainsi qu'en 1822, l'indépendance du Brésil est déclarée. En 1808, l'esclavage est aboli. On le sait peu, mais le Brésil est le pays qui a reçu le plus d'esclaves au monde. 2 millions d'esclaves seraient passés au Brésil contre 400 000 aux États-Unis. Rio de Janeiro était le centre névralgique de cette traite. Entre 1500 et 1856, un esclave sur 5 dans le monde était passé par Rio. Mais la fin de l'esclavage provoque la colère des grands propriétaires qui se détournent de la cour. Et dès 1889, la monarchie est déchue. À la place, la République des États-Unis du Brésil est proclamée. Le pays hérite alors des symboles qu'on lui connaît aujourd'hui, un nouveau drapeau et une nouvelle devise, ordre et progrès. Le Brésil est d'abord un géant par sa superficie. Situé en Amérique du Sud, il est le 5e territoire au monde. Avec ses 8,5 millions de kilomètres carrés, il occupe à lui seul la moitié de l'Amérique du Sud. Le territoire est frontalier avec 10 des 12 États du continent, un atout qui permet au Brésil de bénéficier d'une importante capacité d'influence et d'interaction. Le Brésil est le 7e pays le plus peuplé au monde, devant le Bangladesh et derrière le Nigeria. De 1970 à 2022, en 52 ans donc, la population du Brésil a été multipliée par 2,27, passant de 95 millions d'habitants à 215 aujourd'hui.
Mais depuis quelques années, cette frénésie démographique semble se stabiliser. De 2000 à 2017, chaque année, le Brésil comptait en moyenne 2 millions d'habitants supplémentaires. De 2017 à 2021, 1,5 million d'habitants en plus et seulement 1 million supplémentaires pour l'estimation de 2022. Le Brésil, c'est aussi le cœur de l'Amazonie et du fleuve Amazone. Un cinquième des ressources d'eau douce au monde se trouve sur le territoire brésilien. Si la plupart des pays d'Amérique latine ont pour langue officielle l'espagnol, la colonisation portugaise a laissé des traces au Brésil dont la langue est le portugais. Et ce n'est pas le seul héritage de l'époque coloniale qui se caractérise aujourd'hui par une importante diversité ethnique et culturelle. 47,7% de la population au Brésil est issue de descendants européens. Plus de 7% est d'origine africaine, plus de 1% d'asiatiques, moins de 1% d'amérindiens et le reste de la population, soit 43,1%, est métissé. Contrairement à la colonisation américaine basée sur la famille, au Brésil, les colons portugais étaient principalement des hommes. Venus seuls, il était courant qu'ils aient des unions avec les femmes africaines et métisses, et en conséquence, le mélange racial était commun. C'est ce qui explique la part importante du métissage au sein de la population brésilienne actuelle. Cette population se concentre le long des côtes où se situent les grandes villes de Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro et Sao Paulo, qui est la capitale économique du pays et la ville la plus peuplée du Brésil avec 12,33 millions d'habitants. Nous l'avons évoqué, pendant l'époque coloniale, la capitale politique du pays était Rio de Janeiro, mais depuis 1960, c'est la ville de Brasilia qui porte ce titre. Ce transfert de siège est une manifestation de la volonté du gouvernement de rééquilibrer les régions entre elles et d'accompagner la conquête du Brésil intérieur. En effet, en 40 ans, on constate que l'occupation intérieure des terres a bien progressé. Le Brésil fait tout d'abord partie du G20, qui est composé des 19 pays aux économies les plus développées ainsi que l'Europe. En 1991, pour lutter contre l'impérialisme américain, le Brésil crée le Mercosur. Ce bloc économique se positionne au 3e rang mondial derrière l'Europe et l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Mais l'arrivée en 2018 du nouveau président Jair Bolsonaro va bousculer l'ordre des choses. Le Brésil s'aligne sur les États-Unis, marquant son retrait du bloc sud-américain et une prise de distance avec les gouvernements de gauche du continent, comme le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. Cela entraîne une remise en cause de la participation de Cuba au programme Mais Médicos, plus de médecins, qui avait permis l'envoi de 8300 médecins cubains dans les régions les plus pauvres et isolées du pays. Ainsi, 28 millions de Brésiliens seraient depuis privés d'assistance médicale. Enfin, le Brésil est l'un des leaders du groupement Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud que l'on appelle les BRICS. Ces 5 pays considérés comme les nouveaux moteurs de la croissance économique mondiale se sont longtemps positionnés comme le noyau dur de notre monde jusque-là périphérique, qu'ils ont voulu recentrer à travers cette union. Le Brésil dispose d'une importante réserve de terre qui lui vaut le surnom de ferme du monde. Il est le premier producteur de jus d'orange, de sucre et de café dans le monde et le deuxième producteur de soja. Le pays est également le premier exportateur de viande bovine dans le monde. L'agrobusiness représente 20% du PIB, un tiers des emplois et 45% du commerce extérieur. Mais le Brésil, ce n'est pas seulement l'agriculture. Le pays dispose également de ressources naturelles importantes comme le fer dont il est le deuxième exportateur au monde ou encore l'eau qui lui permet de produire de l'électricité. Enfin, ces ressources en hydrocarbures, quasiment toutes situées en mer, lui permettent d'être quasiment autonome en alimentant 95% de ses besoins. Ainsi, toutes ces spécificités territoriales font du Brésil la 8e puissance économique mondiale. À partir de 1964, le Brésil a connu, comme d'autres pays d'Amérique latine, une dictature militaire de droite. Cette dictature violente et autoritaire prendra fin 21 ans plus tard, en 1985, après avoir perdu ses derniers soutiens économiques à la suite d'une crise financière. Cette année 1985 est marquée par le retour de la démocratie, et 3 ans plus tard, en 1988, une nouvelle constitution est adoptée. Dès son entrée en vigueur, le Brésil, tout comme les USA, devient un État fédéral. Cela signifie que le pays est fragmenté en plusieurs États qui ont une certaine autonomie tout en reconnaissant une autorité supérieure commune. Le pays compte 26 États et un district fédéral. Cet État fédéral est basé sur une organisation de pouvoir tripartite. D'un côté, le pouvoir exécutif qui est exercé par le président de la République, élu pour 4 ans, au suffrage universel direct à 2 tours. Il n'a pas de limite de mandat, cependant la Constitution interdit de se représenter plus de 2 fois consécutivement aux élections présidentielles.
À noter que le Brésil est l'un des rares pays dans le monde où le vote est obligatoire. Si un citoyen déroge à cette obligation, il se voit sanctionné d'une amende. Il n'y a pas de Premier ministre au Brésil. Le président est assisté par des ministres et doit prévoir un vice-président qui doit lui succéder dans le cas où la fonction est vacante. Le pouvoir législatif, lui, est exercé par le Congrès national, qui est composé de la Chambre des députés, où ils sont 513 assiégés, et du Sénat, qui compte 81 membres. Enfin, le pouvoir judiciaire fédéral est incarné par le Tribunal fédéral suprême, qui exerce un contrôle de constitutionnalité. Il est composé de 11 ministres, titre qui n'a rien à voir avec celui de ministre du gouvernement. Ces derniers sont choisis parmi les citoyens qui possèdent un savoir juridique remarquable et une réputation irréprochable. Élu en octobre 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, est de retour au pouvoir 20 ans après sa première élection. Ouvrier métallurgiste de profession, il participe en 1980 à la fondation du PT, le Parti des Travailleurs, un mouvement d'aspiration socialiste dans un contexte de grève et d'opposition à la dictature militaire. En quelques années, le PT devient une formation de premier plan de la vie politique brésilienne. Pour sa première élection présidentielle en 1989, 4 ans après la fin de la dictature, Lula s'incline au second tour. Il retenta sa chance lors des 2 élections présidentielles suivantes, sans succès, avant d'accéder au pouvoir en 2022, puis réélu 4 ans plus tard. Pendant sa présidence, Lula, de centre-gauche, met en place des programmes sociaux d'importance. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, la Bolsa Familia est lancée. Ce programme d'allocation familiale, pilier de sa politique de lutte contre la pauvreté, permettra en 1 an d'augmenter le revenu des plus pauvres de 14%. Parmi ces mesures phares, on retrouve également le Fome Zéro, qui se traduit par Faim Zéro. Ce programme offre aux familles dans le besoin l'accès aux produits alimentaires de base par le biais d'aides sociales. Si la politique de Lula améliore sensiblement la situation économique du pays, ses mandats sont également marqués par des scandales financiers qui abîment l'image de son parti et du gouvernement. Après 2 mandats consécutifs, la constitution brésilienne ne lui permettant pas de se représenter, c'est sa chef de cabinet Dilma Rousseff qui remporte l'élection de 2010. Et alors qu'il est soupçonné de corruption et blanchiment d'argent dans l'affaire Petrobras, Dilma Rousseff le nomme en 2016 ministre de la Maison civile. Mais cette nomination controversée est aussitôt suspendue par la justice. La présidente est elle-même destituée en 2016 au milieu de son mandat dans le cadre de cette affaire de corruption. 2 ans plus tard, Lula est condamné en appel à 12 ans de prison. Cette condamnation intervient alors qu'il est désigné candidat du PT à l'élection présidentielle de 2018, pour laquelle il est donné favori. Il est emprisonné et déclaré inéligible. Son colistier, Fernando Haddad, le remplace comme candidat du PT. La campagne voit cependant l'ascension du candidat du parti social-libéral Jair Bolsonaro, dont la rhétorique violente et la nostalgie assumée pour la dictature militaire suscitent de vives controverses, tandis que ces thèmes de lutte contre l'insécurité et la corruption dominent la campagne. Au cours de cette élection, Jair Bolsonaro est grièvement blessé lors d'une tentative d'assassinat à son encontre 1 mois avant le premier tour. Il se qualifie néanmoins en tête de ce dernier, puis l'emporte face au Parti des Travailleurs de Fernando Haddad avec 55,13% des voix. Avec l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, perçu comme étant de l'extrême droite sur l'échiquier politique, le pays prend un nouveau tournant vers des courants conservateurs et traditionnels auxquels se sont ralliées des élites économiques et financières du pays. Autour du nouveau président gravite une coalition d'acteurs que l'on appelle les BBB. B pour bœuf, c'est-à-dire les représentants des propriétaires terriens, B pour Bible, les évangéliques, et B pour Bal, les militaires et partisans du port d'armes. Sa première mesure, demandée par les marchés financiers brésiliens et internationaux, est de réformer le système des retraites. Cette réforme prévoit un âge de départ à la retraite puisque l'ancien système n'en exigeait pas, l'augmentation des cotisations pour les bénéficiaires, elle privilégie et protège le statut des militaires et prévoit des économies budgétaires d'environ 200 milliards d'euros sur 10 ans. Son mandat sera également marqué par des annonces de privatisation et de libéralisation, notamment dans le secteur énergétique et des transports. Dans un même temps, il va opérer des réductions budgétaires conséquentes dans le domaine de l'éducation et de la santé. Sur la scène internationale, Bolsonaro décide de s'aligner sur Washington, marquant un repli de la politique étrangère brésilienne et surtout un retrait de l'écosystème sud-américain. Enfin, poussé par le lobby de l'agrobusiness et au nom du développement de l'agriculture intensive, la destruction de la forêt amazonienne va grandement s'accélérer pendant son mandat. Bolsonaro est par ailleurs visé par des plaintes à la Cour pénale internationale, accusé par des associations d'être responsable d'un génocide des peuples autochtones et d'avoir accéléré la déforestation du bassin amazonien. Parallèlement, Lula est libéré en 2019. En 2021, le tribunal suprême fédéral reconnaît la partialité du juge qui l'avait fait condamner et annule ces 2 condamnations. Cette décision permet à Lula de se présenter à l'élection présidentielle de 2022 face au président sortant, Jair Bolsonaro. Ce dernier souffre d'une faible popularité, 54% des Brésiliens considérant son gouvernement comme mauvais ou épouvantable début 2022.
Et contrairement à l'élection de 2018 où la préoccupation principale des votants était la lutte contre la corruption, l'élection de 2022 voit pour principale préoccupation des Brésiliens l'économie, le chômage, l'inflation, la croissance et la pandémie de Covid qui a été très mal gérée par l'ancien gouvernement. C'est dans ce contexte que Lula est élu le 30 octobre 2022 pour son troisième mandat. Pour mesurer les inégalités au sein d'un pays, il faut se pencher sur le coefficient de Gini. Le Brésil, avec un indice à 0,489 en 2020, se classe au 16e rang des pays les plus inégalitaires au monde. Dans les années 1980, le pays arrivait même en seconde position, juste derrière la Sierra Leone. Cependant, ces dernières années, les inégalités et l'extrême pauvreté ont diminué. En 40 ans, la part de la population vivant avec l'équivalent de moins de 2,15 $ par jour est passée de 30,6% à 1,9%. La politique sociale de Lula expliquerait une partie de cette avancée du pays vers une société plus juste. Il reste tout de même de nombreux progrès à accomplir en matière d'égalité, dans un pays où 1% des richesses sont détenues par 10% des plus pauvres, contre 41,8% pour les 10% les plus riches. Ces inégalités sont particulièrement visibles dans l'espace urbain, où les favelas peuvent côtoyer des immeubles très luxueux. Ces inégalités sociales se conjuguent avec des déséquilibres régionaux eux aussi très importants. La région du Nord-Est, considérée comme l'une des plus pauvres et les moins industrialisées du pays, regroupe 29% de la population brésilienne, pour 13% du PIB national, alors que l'État de São Paulo, à lui seul, est responsable de 33,9% du PIB national, avec 21,9% de la population brésilienne. Au fil des années donc, la population a délaissé ces zones rurales où les indicateurs socio-économiques étaient les plus bas du pays. Mais cet exode urbain n'a fait que concentrer la pauvreté, alimentant ainsi les favelas et créant un climat propice à la criminalité. Selon l'annuaire brésilien de sécurité publique, en 2017, le taux d'homicide était de 31,6 pour 100 000 habitants. En comparaison, en France, il est de 1,4 pour 100 000 habitants. Vient s'ajouter à ce bilan déjà très lourd, 82 684 personnes portées disparues sur la même année. Le gouvernement tente tant bien que mal d'endiguer ces activités criminelles qui freinent l'économie du pays. Activités criminelles qui sont par ailleurs corrélées à une corruption qui ronge le territoire de l'intérieur, sévissant dans toutes les strates administratives, juridiques et politiques. Entre 2007 et 2021, 531 670 km² de forêt ont été déboisés au Brésil, soit approximativement l'équivalent de la France métropolitaine. À titre de comparaison, l'Indonésie qui arrive deuxième a déboisé quasiment 2 fois moins que le Brésil sur la même période. Les principaux responsables de la déforestation au Brésil sont les agro-industriels, qui défrichent et brûlent les forêts pour libérer l'espace nécessaire à l'installation de fermes, cultures et pâturages où sont élevés d'immenses troupeaux bovins. Bien que leur rôle soit moindre en comparaison à l'agrobusiness, l'industrie minière et pétrolière font partie des acteurs de la déforestation. Prenons un moment maintenant pour se pencher sur le cas de l'Amazonie, dont 61% du territoire se situe au Brésil. En 40 ans, 800 000 km² de forêt ont été détruits. De 1985 à 2005, l'Amazonie brésilienne connaissait des rythmes de déforestation très élevés. Mais en 2006, un moratoire sur le soja est voté, interdisant le commerce de cette denrée issue de zones déboisées. Ainsi, le Brésil est passé de 27 000 km² déboisés en 2004 à 4 571 km² en 2012. Mais avec l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, la déforestation s'est intensifiée de nouveau, atteignant en 2020 10 000 km² déboisés. Aujourd'hui, 33% de la forêt amazonienne est intacte, 41% peu dégradée, 6% est fortement dégradée et 20% est détruite. Le nouveau président Lula s'est engagé à réduire à zéro le taux de déforestation de la forêt amazonienne. Une bonne nouvelle quand on sait que cette forêt abrite 10% de la biodiversité mondiale et 34 millions de personnes vivant encore en grande majorité avec ce que la nature a à leur offrir. Ainsi, comment le Brésil va-t-il répondre à ce paradoxe, qui vise à stopper la déforestation tout en préservant l'agrobusiness, fer de lance d'une économie brésilienne déjà fragile? Le début de cette crise, qui dure depuis 8 ans maintenant, a débuté en 2014, lorsque la croissance du PIB s'est établie à 0,4%. Mais le phénomène n'est pas nouveau. Depuis le début des années 1980, le pays a ainsi connu 9 années de recul de son activité économique. Et il continue de caractériser l'économie brésilienne. Au cours des 12 dernières années, le taux de croissance annuel du produit intérieur brut n'a été que de 1,3% en moyenne. Alors même que le Brésil était le B de BRICS, cet acronyme qui désignait les pays appelés depuis le début des années 2000 à connaître un développement très rapide.
Comme de nombreuses autres économies, le Brésil a subi les conséquences de la crise des subprimes en 2009 et la crise du Covid en 2020. La récession des années 2015 et 2016, au cours desquelles le produit intérieur brut a reculé successivement de 3,5 et 3,3%, semble, quant à elle, propre à l'économie brésilienne. Elle a été déclenchée par la baisse des prix de certaines matières premières telles que le soja, le sucre et le fer, dans lesquelles le Brésil est spécialisé. Ces récessions ont, au passage, révélé les faiblesses structurelles du modèle économique brésilien. Ce marasme économique dans lequel se retrouve le Brésil a de nombreuses conséquences. L'une des plus importantes est la persistance du chômage. Celui-ci a bondi au milieu des années 2010 en raison de la récession de 2015-2016. D'une valeur de 2,7% en 2014, le taux de chômage a atteint 8,4% en 2015, puis 11,6% en 2016. En raison de la faible croissance de la période 2017-2019 et de la crise économique de 2020, le chômage a de nouveau augmenté. Le taux de chômage était en effet de 14,4% au Brésil fin 2021. L'économie brésilienne est également confrontée au retour de l'inflation depuis 2021. La hausse des prix a en effet atteint 8,3% sur cette même année et devrait être comprise entre 4,7 et 6% en 2022 et 2023 selon des prévisions du Fonds monétaire international. L'évolution de ces taux d'inflation, largement supérieure à la cible de la Banque centrale du Brésil, est scrutée de près. En effet, le pays a connu au début des années 1990 une inflation annuelle de plusieurs centaines de pourcents. Avec l'inflation et le chômage, qui touchent 14 millions de personnes, la situation alimentaire est inquiétante dans le pays. Selon l'ONU, plus de la moitié des Brésiliens seraient touchés par la précarité alimentaire.